Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à l'Afghanistan. Alors que les talibans livrent une vaste offensive dans le nord du pays, les États-Unis se sont retirés à 90% et laissent place aux soldats et aux milices pro-gouvernementales qui tentent de contrecarrer les talibans. Des combats font rage à Kalaïno, une ville de 75 000 habitants. Des soldats afghans ont dû trouver abri au Tadjikistan après d'intenses combats. Alors comment expliquer la progression fulgurante des talibans dans le nord? Que va devenir l'Afghanistan? Ce retrait américain signifie-t-il le retour des talibans? Quels sont les risques d'une guerre civile? Et finalement, quelles leçons peut-on tirer de ces 20 ans de guerre et d'intervention américaine? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Grard. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'European Council on Foreign Relations et également chercheur au Carnegie Empowerment for International Peace à Washington. Bienvenue à vous. Gérard Chaliand, bonsoir. Géostratégiste, spécialiste des conflits armés. Dernier ouvrage, j'en cite au moins 2, Des guérillas au reflux de l'Occident. C'était aux éditions Passé Composé. Et également La légende de Gilles Gamèche. Et ça, c'est aux éditions 12-21. Bonsoir à vous et bienvenue. Par Skype de Paris, Chekeba Hachemi, bonsoir, bienvenue. Présidente et fondatrice de l'association Afghanistan Libre. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis par Skype de Washington, Michael Shorkin, analyste à 14 North Strategies. Bonsoir à vous et bienvenue également. Et on a avec nous notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali, par téléphone. Et on va démarrer justement avec vous, Sonia. Quelles sont les dernières informations que vous ayez sur l'offensive des talibans? Écoutez, en ce qui concerne Kalaïna, que vous évoquiez il y a quelques instants, les forces de sécurité afghanes auraient repoussé les talibans. C'est ce qu'affirment les autorités afghanes. Alors, les talibans avaient réussi à entrer dans la capitale provinciale hier après avoir fait tomber tous les districts de cette province. L'offensive des talibans contre une capitale provinciale marque certainement un nouveau pas franchi dans la guerre qui oppose les talibans aux forces afghanes, puisque ce scénario ne s'était pas encore produit depuis le début des discussions entre Américains et les talibans en février 2020, qui ont été suivies de discussions de paix entre guillemets entre les talibans et le gouvernement afghan. Les forces de sécurité afghanes sont attaquées partout dans le pays, sur tous les fronts. Le ministre afghan de la Défense a même reconnu que la situation militaire était délicate. Les forces de sécurité afghanes sont en effet à la peine, on constate, puisque les talibans contrôleraient près d'un tiers du territoire. Ils contrôlent la frontière avec le Tadjikistan au nord et ils se sont emparés d'Islam Kala, qui est un point de passage avec l'Iran. Et on voit sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos de combattants talibans à Islam Kala, victorieux, souriants. Ils ont pénétré dans le corridor du Wakhan également il y a quelques jours, dans le nord, qui était considéré comme une exception dans le pays, tant ce territoire dans le nord-est était épargné par la guerre. On voit donc que les talibans étendent leur toile alors que le retrait des forces étrangères est presque achevé. Merci Sonia. Sonia Ghezali en direct de Kaboul. Gérard Chaliand, la base des talibans, c'est le sud, Kandahar. Comment se fait-il qu'ils parviennent si facilement à prendre ces villes du nord, à combattre? Est-ce qu'ils vont finir par s'emparer de Kaboul? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison, c'est bien le sud qui est leur base fondamentale. Maintenant, ils ont travaillé dans le Nord de façon sérieuse. Et chaque fois, on a toujours dit le gouvernement contrôle le territoire. Or, ce qui compte, ce n'est pas tellement de contrôler le territoire, c'est de contrôler la population. Et ça, c'est ce que les talibans ont fait depuis des années, conseillés par les Pakistanais. Rentrez dans les villages, installez-vous, parlez aux gens, rendez la justice. Soyez l'État dans l'État, et quand on aura les moyens, on pourra frapper. Le territoire n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le contrôle des gens. Ils sont bien accueillis, donc? Ils sont bien accueillis. Et pourquoi sont-ils bien accueillis? Ils sont bien accueillis parce qu'à la campagne, grosso modo, ils règnent avec des normes familières. Ils rendent la justice rapidement. Ils ne sont pas corrompus, pour l'instant. Et l'attitude qu'ils ont par rapport à la mentalité, non pas des villes, hein. Dans les villes c'est une autre paire de manches, mais à la campagne ça marche très bien. Leur rigorisme. Rigorisme, ce qui marche très bien. Frédéric Grard, les soldats afghans, d'après ce que j'ai lu, trouvent refuge au Tadjikistan en début de semaine. Est-ce que ce pays va devenir une sorte de base, une base arrière pour le gouvernement afghan? Et est-ce que finalement ces combats du coup vont durer? Alors, pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Des soldats ont trouvé refuge au Tadjikistan parce que c'était certainement le plus simple pour eux, vu l'endroit où ils étaient.
La crainte d'à peu près toute la région depuis le début de l'offensive, c'est précisément celle d'une espèce de contagion vers le nord, vers tous les pays avoisinant l'Afghanistan. Et ce qu'on peut anticiper également, c'est qu'il y a peu de chances, malgré tout, que ces pays du Nord soient prêts à se laisser contaminer de cette manière-là. Et je pense que les gouvernements en place, que ce soit au Tadjikistan ou ailleurs d'ailleurs, seront extrêmement prudents dans la façon dont ils vont gérer l'accueil des soldats, voire d'éventuels combattants de l'autre côté. Donc pas de base arrière en perspective. Pas de base arrière pour l'instant, bien que y ait eu une intense activité diplomatique ces derniers temps. Et on a vu notamment le secrétaire d'État Anthony Blinken recevoir des représentants du Tadjikistan et d'Ouzbékistan au département d'État, et qu'il y ait une volonté américaine de pouvoir installer des bases dans ces pays-là pour pouvoir agir sur l'Afghanistan. Alors justement, les Américains, Michael Shurkin, vous êtes avec nous de Washington. Le président américain Joe Biden a promis à son homologue afghan Ashraf Ghani le soutien, c'est ce qu'il a dit il y a une semaine, des États-Unis à son pays. Nos troupes partent, mais ce n'est pas la fin de notre soutien à l'Afghanistan, c'est ce qu'a dit Joe Biden. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quel soutien parle-t-il ? On sait qu'il va s'exprimer dans quelques minutes, Joe Biden. Est-ce qu'il pourrait y avoir un soutien aérien ou ça ne sera plus militaire ? Ça reste à voir, franchement. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait du soutien des forces aériennes, il y a du soutien de renseignement, il y aura du soutien dans les forces spatiales. Mais ça reste à voir. Ce qui est clair, c'est que l'administration de Biden n'a pas beaucoup d'appétit pour faire la guerre en Afghanistan. On veut vraiment se quitter le pays, de se laver les mains. Bien sûr, on ne peut pas exactement, donc on ne peut pas simplement l'abandonner à son sort, mais on va faire, je crains qu'on va faire le minimum possible. Le minimum. Shekeba Hachemi, vous équipez des centaines d'écoles afghanes d'Internet. Vous êtes très impliqué dans ce pays. On entendait Jahar Chalian qui parlait de l'avancée des talibans dans les campagnes. On sait que Kaboul et d'autres villes, il y a une classe moyenne qui a émergé depuis 20 ans. À quoi vous attendez-vous ? Est-ce que vous redoutez justement cette victoire des talibans et qu'ils s'emparent de ces villes ? Alors moi je voudrais juste remettre un petit peu, c'est dommage que je ne puisse pas être avec vous aujourd'hui au plateau, je voudrais juste remettre un petit point. La réalité aujourd'hui d'Afghanistan, mon ami Jahar Chalian, que j'aime beaucoup et je suis ravie de l'entendre, même si je ne le vois pas là par l'écran. La réalité de l'Afghanistan d'aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de l'Afghanistan de 96 quand les talibans sont arrivés et qu'ils apportaient de la paix, une espèce de méconnaissance de qui ils étaient. Aujourd'hui, les Afghans le connaissent et moi, tous les matins, je suis par ce même Skype avec toutes mes équipes afghanes. J'y étais il n'y a pas très longtemps et la ville dont vous parlez tout à l'heure, en ce moment même, la population se bat contre les talibans et c'est pour ça qu'on est en train de les repousser, qu'ils reviennent. Donc la réalité d'aujourd'hui est autre. La population afghane, y compris les femmes aujourd'hui, et je parle des provinces parce que moi, mes écoles Afghanistan Libre, nous sommes que dans des zones rurales, nous ne sommes pas du tout dans les villes, nous ne sommes pas à Kaboul, nous sommes à Parman, à Bamiyan, à Panjshir, Parman qui est aujourd'hui la porte d'entrée des talibans qui arrivent par le Wardak. Donc toutes ces populations sont prêtes à se lever, y compris les femmes, à prendre les armes pour ne pas laisser les talibans revenir. Donc aujourd'hui, il faut quand même rétablir ce point-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appui des populations, y compris dans ces villages. Alors certes, c'était vrai pour certaines provinces frontalières au Pakistan, parce que ça a toujours été un petit peu compliqué, la position, le no man's land entre l'Afghanistan et le Pakistan, mais toutes les zones dont on parle, notamment la ville dont vous parlez, dans la province de Badghis, en ce moment même, c'est la population qui se rejoint au commandant en place pour les pousser à revenir. Donc c'est des vrais combats. Et n'oublions pas non plus une chose, vous avez parlé de Tadjikistan, c'est qu'il n'y a pas que les talibans Al-Qaïda. Jahar Chalian était celui qui avait fait le lien il y a quelques années, très intelligemment, le lien direct entre Al-Qaïda et talibans qu'on ne voulait pas voir et qu'aujourd'hui on le voit. Mais il y a aussi le Daesh et l'État islamique. Aujourd'hui, le Tadjikistan a peur aussi de la présence de Daesh et l'État islamique qui est en Afghanistan aujourd'hui, puisqu'on est parti, qu'on a laissé le territoire libre, tous les terroristes du monde entier viennent dans ce pays, et un pays, rappelons-le quand même, les téléspectateurs ont besoin d'entendre 50 années de guerre, 45 années de guerre, c'est-à-dire depuis ma naissance, il y a la guerre en Afghanistan et différentes invasions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pays s'est vidé de son cerveau, le pays s'est vidé de tout, et que quand on est venu en 2001 pour aider les Afghans contre les talibans, c'est bien parce qu'il y a eu les tours à New York et qu'on a compris qu'il fallait éradiquer le terrorisme en Afghanistan avec l'aide des Afghans.
Afghans. Et en échange, on a promis une reconstruction de ce pays, notamment la reconstruction d'une gendarmerie et une police digne de ce nom. 2021, tout le monde part et il n'y a aucune stratégie de sortie, mais il y a surtout le pays qui est dans un état lamentable. Kaboul même, dont on parlait des villes, Kaboul qui pourrait être la vitrine de la reconstruction de ce pays, avec plus de 3000 ONG présentes il y a encore 4-5 ans, plus maintenant. Kaboul n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité. Et là où moi, Afghanistan Libre fait des écoles de digital pour les jeunes filles, ce sont dans les provinces, grâce aux panneaux solaires. Et je peux vous assurer que tous les matins, nous avons un point visuel pour savoir si nous continuons l'école, si elles prennent le risque sur leur vie d'aller enseigner. Ben, je peux vous assurer que chaque jour, j'ai une école différente. Et c'est la population qui ne veut pas de ces talibans. Aujourd'hui, on est laissé pour compte. Effectivement, on est seul, mais il n'y a aucun appui dans ces provinces où je connais, où nous avons, aujourd'hui même, pendant que nous parlons, il y a des combats à Badghis entre la population et les talibans. Des combats, donc, Gérard Chalian, c'est ce que dit Chekeba Hachemi. Les talibans, il faut revenir tout de même sur justement ce qu'elle vient de dire. Il y a une opposition sur le terrain, mais on a l'impression qu'il y a les mauvais talibans et les bons talibans, puisqu'en fait, les talibans sont assis à la table des négociations, puisqu'il y a des négociations qui sont menées par Abdullah Abdullah, le négociateur en chef du gouvernement. Manifestement, les Russes ont fait quelques déclarations aujourd'hui, donc ils négocient avec eux en disant qu'ils leur donnent la garantie qu'ils vont respecter les droits de l'homme. Donc les talibans sont devenus respectables au sein de ces négociations. Bien sûr, mais ils ont gagné, les talibans. Ils ont gagné. Dans la pratique, qui aurait dit, par exemple, en 2002, les talibans vont s'asseoir à une table de négociation et les Américains vont accepter de s'en aller. Pour les Américains, c'est un fiasco. Pourquoi ? Quand les Américains sont rentrés, ils ont commencé par dire « on va vous faire un plan Marshall ». Monsieur George W. Bush l'avait dit. On ne l'a pas vu, ce plan Marshall. Ensuite, monsieur Paul Wolfowitz, qui était le représentant des conservateurs, il a dit « ce qui compte, c'est l'Irak. On va aller en Irak, restructurer le Grand Moyen-Orient et l'Afghanistan, nous le tenons. » Donc l'Afghanistan est devenu un théâtre mineur dont on n'était plus préoccupé. Tout a été axé sur l'Irak, qui a été également un fiasco en 2 années. Et la situation n'a jamais cessé de se détériorer. Madame qui vient de parler, elle vous l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan ? Eh bien, c'est la corruption, c'est que l'eau, il n'y en a pas eu, les écoles, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire, les gens, ils se battent peut-être en ville contre les talibans, mais dans les campagnes, on va se battre pourquoi ? Pour les Kaboulis, pour le régime pourri, tous les régimes de retour pourris. À la case départ. Absolument, oui, tout à fait. Ils se battent tout simplement. Aujourd'hui, ils se battent tout simplement pas du tout pour un gouvernement. Ils ne croient pas. On est tout à fait d'accord. Oui. Ils se battent parce que c'est la mort sous les talibans, parce qu'on a vécu de 96 à 2001. Nous avons vécu ce régime. Et pour nous, pour les Afghans aujourd'hui, c'est un faux débat. Il n'y a pas de mauvais ou de bons talibans, mais il y a simplement les talibans qui sont aujourd'hui à la table des négociations avec les pays démocratiques, les Américains certes, mais n'oublions pas qu'en 2014, toute l'Europe a quitté l'Afghanistan. Mais Chekeba Hachemi, Gérard Chalian vient de dire les talibans ont gagné. Oui. C'est pas ce que vous dites, vous. Ils ont gagné. Les talibans, ils n'ont pas gagné en Afghanistan par rapport à la population afghane. Non, je parle par rapport aux Américains, c'est ça qui compte. Mais Gérard Chalian a raison, parce qu'aujourd'hui, les talibans, ils ont gagné. Oui. La preuve, c'est qu'ils s'appellent à une partie counterpart pour venir négocier. Négociation de quoi ? Pendant même l'étape de négociation à Doha, c'était les kamikazes les plus horribles, les attentats les plus horribles, y compris dans les maternités qu'on a vécues pendant qu'ils étaient à la table de négociation. Ça veut dire que depuis 2 ans, ils montrent leur force, ils montrent qu'ils ont gagné, que les Américains sont affaiblis puisqu'ils les considèrent comme un partenaire de négociation, ne serait-ce que là-dessus. Gérard Chalian, c'est sur les mots qu'il parle, il a raison. Oui. Ils sont dans la table de négociation. Et lorsqu'ils disent qu'ils vont respecter les droits de l'homme, on peut les croire ? Et comment voulez-vous croire ? Ils ont été dans ce pays entre 1996 et 2001. Ils ont fabriqué les terroristes qui sautent les tours à New York, qui font des Charlie, etc. Et demain, ce pays va être le laboratoire de tous les groupes terroristes du monde entier qui va se retrouver dans un
pays fragilisé par 45 années de guerre, et tout ça aujourd'hui avec la clé qu'on leur donne, parce qu'on appelle ça une négociation entre guillemets. La clé qu'on leur donne. Frédéric Grard, Chekeba Hachemi, je vous interromps un peu pour laisser parler également Frédéric Grard. Justement, on parle du sort d'ailleurs de ces Afghans interprètes, les employés des différentes ambassades. Ça, c'est un vrai sujet en ce moment qui doit être traité par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par la France également. C'est important de les recueillir, c'est de leur donner des visas. Tous ces interprètes, ils risquent leur vie. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Dès lors que vous allez travailler avec les étrangers, vous risquez votre peau. Et si vous risquez votre peau, c'est quand même le minimum pour les gens qui ont travaillé avec eux, de leur donner l'asile et de leur accorder un minimum de garantie sur leur propre territoire. Donc oui, c'est même pas une question. Enfin, c'est certainement pas une question morale déjà pour commencer. C'est peut-être une question technique pour les diverses chancelleries, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de question à propos de ça. Michael Skirning, est-ce que Shurkin, les Américains font le nécessaire pour accueillir justement les Afghans qui ont travaillé avec eux pendant toutes ces années sur place? Non. Oui, mais tardivement, c'est très important parce que ce monde va être assassiné et on fait des efforts pour les recueillir, pour les mettre en sécurité, mais tardivement et on fait des efforts vraiment trop petits et c'est concernant parce que on a refus de reconnaître le problème parce que si on reconnaît le problème, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on va perdre la guerre. Et c'est pour ça que l'administration Biden ne voulait pas agir et prenait son temps avant d'agir parce qu'on ne voulait pas admettre la défaite. Personne ne veut admettre la défaite. Mais c'est une défaite, vous le qualifieriez ainsi, c'est une défaite puisque vous êtes l'Américain du plateau, si je puis dire. Oui, c'est une défaite sans hésitation, c'est une défaite. Et c'est triste, c'est tragique, il faut pleurer pour le sort des Afghans, mais c'est une défaite et il n'y a pas une autre façon de le dire. Et comment l'expliquer cette défaite? Surtout... Attendez, Chekeba Hachemi, on ne parlait pas tous en même temps. Michael Shurkin, comment vous l'expliquez en 2 mots cet échec? On n'a rien compris dès le début et on a fait un effort à mi-cœur à cause du fait qu'on a été distrait par l'Irak, c'est vrai. Aussi parce qu'on avait des idées, on n'avait pas reconnu ce qu'il fallait faire pour diriger un pays comme l'Afghanistan dès le début. Donc l'effort avait des graves défaillances dès le début. Et c'est pour ça. Et ça n'a jamais changé. Toutes les années, j'espérais que peut-être l'administration américaine, soit sur Bush, soit sur Obama, soit sur Trump, aurait des meilleures idées parce qu'il y en a. Mais c'était toujours un cas de répéter ce qu'on a fait avant, bien que ce qu'on a fait avant a échoué. Et c'était cette répétition sans cesse qui nous a menés jusqu'ici, où Biden a décidé qu'il faut rompre. Il fallait rompre, quand même. On va se retrouver juste après une courte pause et on va reparler de cet échec américain. Je sais que vous vouliez parler. Gérard Chaliand, restez avec nous. Suite du débat sur France 24, largement consacré à l'Afghanistan, alors que les talibans livrent une vaste offensive dans le nord du pays et que les États-Unis se sont déjà retirés à 90%. Les combats font rage à Kala Ino, dans le nord-ouest du pays. Alors que va devenir l'Afghanistan? Ce retrait américain signifie-t-il le retour des talibans? Je suis toujours en compagnie de Gérard Chaliand, également Frédéric Grard, toujours avec nous, Chekeba Hachemi et puis Michael Shurkin. Joe Biden a annoncé le départ des troupes américaines. C'était en avril dernier. Nous avions des buts très clairs, avait dit le président américain, et nous avions rempli ses objectifs. Je vous propose un extrait de ce discours. Après avoir consulté étroitement nos alliés et partenaires, nos chefs militaires et notre personnel du renseignement, nos diplomates et nos experts en développement, le Congrès et le vice-président, ainsi que M. Ghani et bien d'autres personnes dans le monde, j'ai conclu qu'il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles. Gérard Chaliand, la plus longue guerre des États-Unis, c'est ce qu'il a fait Joe Biden. Ça dépasse celle du Vietnam. C'est fou, 800 milliards de dollars comme coût, 2400 morts quand même côté américain, des soldats, c'est peu, mais enfin. Et ils sont allés jusqu'à 100 000 soldats américains qui étaient présents en 2011. Il n'y en avait plus que 2500. Sans compter les troupes de sécurité qui étaient 180 000 de plus. C'est-à-dire qu'au total, il y a eu, si on compte aussi les forces de l'OTAN, pas loin de 300 000 soldats occidentaux au sens large du terme, et le résultat est nul. Pourquoi ? Le résultat est nul. Pourquoi ? C'est ce que vous dites. Parce que
les États-Unis ont aidé un gouvernement totalement corrompu, incapable de changer quoi que ce soit dans les campagnes, ni l'eau, ni l'organisation des écoles, ni quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut devenir populaire en soutenant un gouvernement qui est complètement corrompu et tout le monde le sait? Deuxièmement, les troupes américaines ne sortaient pas. Quand elles sortaient, c'était en force. Ils ne parlaient pas la langue. Il y avait presque personne qui parlait le Pashtun. Et bref, les groupes de sécurité, il y avait des petits groupes, ils étaient à peu près 500-600. Il y en avait au total 7000 pour 20 millions de ruraux. Ils ne sortaient pas de leur base, ils restaient entre eux. Ils faisaient de la gonflette. Quand il y avait un événement, ils ne prenaient pas de risques, ils restaient à l'intérieur. Moi, je l'ai vu, j'allais avec mes élèves, habillés à l'Afghan, demander aux gens, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Les Italiens, ils payaient pour qu'on ne les attaque pas. Les Hollandais avaient dit, si vous ne les attaquez pas, on ne réplique pas. Bref, voilà. C'est l'Afghanistan, si vous voulez, c'était la paralysie des forces combattantes, à part les bombardements, quand ça s'appelle dégâts collatéraux, c'est joli, il y en a eu beaucoup. Et en définitive, le gouvernement, il s'est suicidé d'une certaine façon, à force de déplaire profondément. Alors, le travail des talibans, il a été facilité à cause de ça. Ils disaient, voilà, c'est des troupes d'occupation. Ils ont éradiqué les talibans tout de même au départ, les Américains. Oui, c'est des troupes d'occupation. Eux, c'est des pourris. Ouais, effectivement, c'était des pourris. Et ils sont revenus en force. Chekeba Hachemi, vous êtes d'accord, j'imagine, avec Gérard Chalian sur ce constat d'échec. Un mot tout de même sur Kaboul et sur le fait que pendant 20 ans, il y a eu tout de même l'émergence de cette classe moyenne, des femmes d'ailleurs qui ont occupé des postes à responsabilité, qui sont devenues des juges et qui aujourd'hui d'ailleurs redoutent cette arrivée probable des talibans. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les talibans en 2001 comme 2002, on les a simplement repoussés au Pakistan. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du Pakistan et la position double du Pakistan, qui est à la fois allié, mais en même temps continuer à les former, à les héberger et à être le berceau de ces talibans, qui ne sont que revenus par là. Et puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce pays, on a promis, on a fait des forums, on a fait des conférences dès 2001 pour promettre la reconstruction de ce pays. Alors certes, on a mis en place ce gouvernement qui a été quand même décidé par les Occidentaux, l'OTAN, les États-Unis, l'Europe. Mais le problème, c'est que dans ces aides, des milliards d'aides dépensées en Afghanistan, aujourd'hui, ces mêmes chiffres disent qu'il y a plus de 35%, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Ce n'est que des 35%. Tout le reste, comment ça a été dépensé? C'est qu'en fait, l'heure de bilan, c'est que qui est-ce qui fait des bilans? On a promis, par exemple, ce même négociation dont vous parlez tout à l'heure avec ces talibans, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces négociations. Et si les talibans ne respectent pas ces négociations avec les Américains... Mais on va revenir sur les négociations. Juste une question, Chekeba Hachemi, parce que vous connaissez bien ce sujet sur ces classes moyennes, ces femmes, justement, qui se sont libérées pendant 20 ans. Tout de même. Mais c'est pas que à Kaboul, justement, je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, au Parlement afghan, par cette discrimination positive qui était une bonne chose, nous avons quand même 27% de femmes députées qui viennent des provinces les plus éloignées. Donc ce n'est pas que la ville, c'est pas que Kaboul. Il y a eu une fenêtre d'espoir. Et puis, pour rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, les femmes et ces hommes ont travaillé parce que les ONG étaient les premiers employeurs ces dernières années en Afghanistan. Donc, ce qui est catastrophique aujourd'hui, ce que nous disait très justement notre ami depuis Washington, il faut pleurer pour les Afghans, c'est que c'est pas seulement les militaires ou les traducteurs, c'est tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec les ONG qui sont considérés comme des mécréants par ces mêmes talibans qui sont arrivés aujourd'hui. Que vous prenez un cas comme Afghanistan Libre, mon ONG, nous avons aujourd'hui à peu près 200 salariés, autant de professeurs, autant de familles derrière. Ça veut dire que qui on va sortir? Qui on va sauver? On est face au choix de Sophie et de toute façon, les consulats ont fermé même la route à Kaboul. Donc, on ne peut même pas accéder pour déposer quoi que ce soit comme dossier. On n'a même pas accès à ça. Donc, ce n'est pas seulement les traducteurs et les militaires, c'est aussi tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec ces ONG qui étaient le premier employeur en Afghanistan ces 20 dernières années à Kaboul et en province. Frédéric Grard, en parlant justement de ces négociations, où en est-on? Est-ce qu'effectivement on continue à négocier avec les talibans, donc les Américains d'un côté, les Russes, si je comprends bien, les Chinois manifestement vont peut-être profiter de ce retrait américain aussi.
tout le monde a discuté à un moment ou à un autre avec les talibans. Tout le monde n'a pas discuté pour les mêmes raisons. Le problème avec les négociations avec les talibans, c'est que les Américains n'ont pas au moins cherché à discuter avec les talibans qu'à imposer un dialogue entre le gouvernement afghan et les talibans eux-mêmes. Un dialogue que ni les talibans n'ont voulu parce que discuter avec Ashraf Ghani ou son prédécesseur Hamid Karzai, c'était reconnaître la marionnette des Américains, pour reprendre leur langage, mais que les gouvernements afghans successifs, jusqu'à une date récente et effectivement l'implication d'Abdullah Abdullah dans ces négociations, ont largement refusé le dialogue avec les talibans. Exact. Ceci dit, pour tout ce qui concerne le reste de la région, on a eu des négociations de longue date avec les talibans. Déjà, dans les années 90, les Chinois discutaient avec les talibans. Alors là, ils s'engagent, d'après ce que, quand on entend Joe Biden, les talibans leur s'engagent à ce qu'il n'y ait plus de terrorisme. Oui, tout à fait. C'est ça un petit peu dans le deal. C'est le deal avec les Américains, c'est le deal avec tout le monde. Alors, est-ce que effectivement, et Madame a raison... Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre ? Mais c'est effectivement l'enjeu majeur. Et l'enjeu pour tout le monde, ça va être de faire en sorte que, quoi qu'il se passe en Afghanistan, ça reste à l'intérieur de l'Afghanistan et ça déborde pas au-delà. Michael Shurkin, vous êtes d'accord justement avec ce qui vient d'être dit? Il y a cette espèce de deal avec les talibans, mais manifestement, vont-ils respecter effectivement ce deal? Shekeba Hashemi le rappelait que Al-Qaïda est présent en Afghanistan et l'organisation de l'État islamique aussi. Enfin, il y a une espèce d'ensemble de terrorisme, ce qui prouve que les Américains seront également échoués là-dessus. Et ce n'est pas les talibans qui vont préserver cette terre du terrorisme. Les talibans aiment dire, les talibs savent dire exactement ce que les Américains veulent entendre. Donc Joe Biden, il a besoin d'entendre des choses qui vont lui servir d'une excuse. Donc s'il a besoin de quelqu'un qui dit que nous sommes des gentils qui ne vont plus nous mêler dans le terrorisme, les talibs vont le dire. Et comme ça, Joe Biden peut le montrer à la public en disant, vous voyez, donc c'est fini, on n'a plus besoin d'être. Et ce sont des gentils qui nous font des promis, qui nous font des promis, qui se soient gentiment avec des cravates de la table. Mais ce n'est qu'une tactique parce que les talibs savent que ça aide aux Américains à partir plus rapidement. Le plus rassurant qu'on peut être, le plus vite les Américains vont partir. Et ce n'est que ça, ce n'est qu'une tactique. Il ne faut pas se tromper, à mon avis, sur la nature des talibans, qui restent la même chose qu'ils étaient avant. Donc ils n'ont pas changé, ces talibans, Gérard Chaliand? Non, ils n'ont pas changé. C'est ce qu'ils disent qu'ils ont changé. Il ne faut pas qu'ils bousculent M. Biden. Il faut qu'il lui laisse le temps, qu'il puisse dire, voilà, tout se passe comme prévu. Nous retirons nos troupes tranquillement. Ils se tiennent à peu près tranquilles. Ils ne vont pas attaquer Kaboul, etc. Enfin, pour l'instant, il y a des combats. Donc, oui, mais enfin, tant qu'on ne touche pas à Kaboul, ça reste tout de même... Vous voyez ce que je veux dire? Ça restera la ligne rouge, c'est la ligne Kaboul. Rouge. Bon. Et mais qu'est-ce que vous entendez tant qu'on touche... Attendez, Shekeba, laissez-le juste terminer, Gérard Chaliand. Je vous donne la parole ensuite. Les talibans ont intérêt à ne pas forcer la dose à l'heure actuelle pour laisser à Biden... Le mérite d'avoir évacué, etc., pour sa propre gloire. Maintenant, ça ne change rien à ce qu'ils veulent. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent se débarrasser un jour ou l'autre du gouvernement de Kaboul. Ça va prendre le temps que ça prendra et ils peuvent compter sur l'appui des Pakistanais à cet égard. Shekeba Hashemi, allez-y. Je disais qu'à Kaboul, il faut quand même regarder ces dernières années. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de kamikazes à Kaboul et des opérations de combat dures à Kaboul même. Vous oubliez la maternité, vous oubliez les écoles, vous oubliez tous ces attentats où il y a des centaines de morts chaque jour. Tous les jours, on se demande dans quelle rue il y a un attentat. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont touché Kaboul. Donc, ils sont en train de montrer à M. Biden qu'ils sont déjà le maître des négociations, que c'est bon, ils ont pris. Et je rejoins à 1000% les dires de notre ami depuis Washington. Et de l'autre côté, on fait que se maquiller un peu pour montrer qu'en fait, ça reste des gens avec qui on négocie. Mais ça fait déjà 2-3 ans. Donc c'est quoi? C'est une mascarade? Comment? C'est une mascarade? Mais bien sûr que c'est une mascarade. Tous ceux qui ont vu les termes de ces négociations et ces textes, c'est une mascarade, c'est juste une opération de communication pour dire en face, on a communiqué, on a discuté et nous partons la tête haute. Et tout le monde sait que c'est une mascarade. Eux-mêmes le savent. Le général McChrystal a dit dans une réunion qui n'est plus confidentielle à Joe Biden qu'on est en train de faire
la plus grosse connerie de la planète qu'on est en train de laisser un pays souffrant entre les mains des terroristes du monde entier. Richard Holbrooke, l'émissaire d'Obama, pareil, il l'a dit. Mais ça faisait déjà depuis 2009 que M. Biden, à l'époque où il était vice-président, voulait sortir. Mais moi, j'aimerais qu'on redémarre aussi, on mette le débat aussi de l'Europe au milieu. L'Europe était quand même le premier financier de l'aide humanitaire en Afghanistan. L'Europe est partie en 2014 sans faire aucun bruit. Et ça a commencé par là déjà. Ça a commencé par là. Aussi que, les Américains... exactement. Et aujourd'hui, voilà, c'est juste une mascarade, c'est juste des mots très gentils autour du fait qu'on laisse les clés d'un pays déjà meurtri à tous les terroristes du monde entier. Les Tadjiks aujourd'hui, voilà. Justement, Frédéric Gras, jusqu'où Gérard Chaliand parlait de ligne rouge sur Kaboul. On voit donc c'est aussi le terreau de plusieurs organisations terroristes, donc l'organisation de l'État islamique, Al-Qaïda, ils sont en Afghanistan. Donc est-ce qu'il y a un moment effectivement où ils vont franchir, où il y aura une ligne rouge de franchie, peut-être dans le chaos, et là il pourrait y avoir une nouvelle intervention? C'est possible ça? Alors, une nouvelle intervention, c'est quand même assez peu probable parce que personne n'en veut. Et ce qui se négocie aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir des bases sur la périphérie de l'Afghanistan pour pouvoir intervenir en cas de problème avec des groupes spécifiques. Donc dans quel pays il pourrait y avoir des bases américaines? Ce qui est discuté, c'est pas très compliqué, c'est le Pakistan qui officiellement a dit non, mais on verra ce qui se passe a dit non. En réalité. Ça pourrait, donc il pourrait y avoir des bases américaines supplémentaires. On verra ce qu'il en est. Le Premier ministre a dit non, mais le Premier ministre n'a pas d'autre choix que de dire non de toute façon. Bill Burns, le patron de la CIA, était au Pakistan il y a quelques temps. On verra ce que l'armée pakistanaise dit. Et l'armée pakistanaise, elle veut revenir dans les petits papiers de Washington. Donc tout ça reste quand même relativement ouvert. Il y a des négociations sur le Tadjikistan, il y a des négociations sur l'Ouzbékistan. C'est quand même des bases assez peu probables. L'Iran, on n'en parle pas, et la Chine, on en parle encore moins. Donc voilà dans la situation dans laquelle on est. On n'en parle pas, mais ils peuvent intervenir également. Reste la possibilité d'intervention à partir des bases américaines du Golfe. Mais ça reste des choses ponctuelles et ainsi de suite. Je voudrais quand même revenir sur une chose. C'est plus l'Afghanistan des années 90, pour les raisons qu'a indiqué Madame. Il y a effectivement une résistance et les talibans devront en tenir compte. Et on se souvient déjà dans les années 90, c'était pas la même attitude et dans les zones rurales et dans les zones urbaines où ils étaient infiniment plus mal à l'aise et ainsi de suite. Et puis il y a aussi une situation régionale qui a évolué, y compris d'ailleurs dans la relation avec les Pakistanais. Les Pakistanais aujourd'hui souhaitent une ouverture des talibans à d'autres groupes ethniques. Pas par amour de ces groupes ethniques ni quoi que ce soit. Simplement, l'objectif des Pakistanais, c'est un gouvernement le plus décentralisé possible, le plus instable possible, le plus faible possible, de façon à ce que Islamabad puisse continuer à dicter ses règles à Kaboul. On n'en est pas là, mais tout ça, c'est des facteurs qui vont peser dans la balance ultimement et qui influeront le résultat final. Côté américain, il faut éviter la chute de Kaboul. Ça, donc c'est votre ligne rouge, Gérard Chaliand. C'est ce que vous dites ce soir. Si Kaboul tombe entre les mains des talibans, alors Là c'est vraiment, comment dirais-je, le zéro pointé. C'est la preuve absolue de l'échec total. Et pour M. Biden, c'est important que ça ne se passe pas rapidement. C'est important que ça ne passe pas rapidement, mais il y a bien un moment, ça va se passer, d'après ce que vous dites. C'est ce qui est arrivé une fois avec la chute de Saïgon. 2 ans après le départ des Américains. Et donc, ce qui était choquant. Et donc, la suite de l'histoire, si vous voulez continuer le parallèle. Donc, il est à prévoir qu'un jour, oui, effectivement, ce gouvernement va tomber. Le gouvernement va tomber. Chekeba Hachemi, vous voulez dire un mot là-dessus? Moi, je voudrais juste dire, ressortons des chiffres et revenons sur les humains, qu'il y a dans ce pays, depuis des années, des êtres humains qui meurent chaque jour dans l'indifférence totale, qu'il y a eu ces 2 dernières années plus de 38% des meurtres, des attentats qui étaient des femmes et des enfants, que demain, ces femmes qui ont vu la fenêtre d'espoir et ces hommes qui ont travaillé avec tous ces ONG, etc., vont être la cible première de ces talibans et que nous assistons aujourd'hui tous, en menant nos débats, moi-même, depuis ici mon appartement parisien, même si là je suis sur le point de partir, nous assistons tous à une indifférence totale à un peuple qui est en train d'être sacrifié pour la énième fois, et c'est pas la première fois, et cette fois-ci on le sait, on le voit, et tout le monde le dit, et les gens autour de cette table dénoncent, vous les journalistes vous dénoncez, donc on en parle, mais qu'est-ce qui va se passer pour cette population?
Aujourd'hui, on ne donne pas de visa de sortie pour les Afghans. Il faut oublier ce débat-là qu'on sort les Afghans qui ont aidé, etc. Il n'y a pas, les routes des ambassades, des consulats sont fermées, donc il n'y a pas d'accès. Il y a 2 heures, je parlais avec mon staff qui voulait envoyer sa fille qui était en médecine, etc. Il n'y a pas, je n'ai même pas la possibilité de lui accorder quoi que ce soit depuis ici pour aller au consulat. Donc qu'est-ce que va devenir cette population qui, dans l'indifférence totale, est en train de mourir chaque jour et qu'on ne compte pas par dizaines mais par centaines des victimes de ces kamikazes revendiquées tantôt par les talibans, tantôt Al-Qaïda, tantôt Daesh, tantôt l'État islamique. Tous ceux qui sont venus, qu'on a repoussés de partout, sont aujourd'hui dans ce pays meurtri. Et donc, c'est en être humain que je parle. Que faisons-nous tous aujourd'hui en notre âme et conscience dans cette histoire contemporaine? Ce n'est pas une histoire écrite dans un livre qu'on lit à nos enfants, c'est une histoire que nous vivons. Moi, je l'ai vécue, j'étais là dans toutes les négociations de 2001 où on a promis à ce peuple d'aider l'Occident contre le terrorisme et en échange, on va aider ce peuple à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire contemporaine en 20 ans? Aujourd'hui, on est tous là à assister à l'assassinat par dizaines, par centaines de cette population. Qu'est-ce qu'on fait? Michael Shurkin, vous voulez peut-être répondre. On attend d'une minute à l'autre d'ailleurs le discours de Joe Biden qui doit justement entériner et faire un point sur ce retrait des troupes américaines. Il va parler, vous pensez, du peuple afghan ou pas du tout? Je crois qu'il va le faire, mais il va essayer de rendre le tableau plus heureux qu'il est. Ça me fait penser à Voltaire avec cette ligne « Qu'est-ce que l'optimisme ?» Je crois qu'il a dit « L'optimisme, c'est la rage de croire que tout va bien quand on est là », mais c'est-à-dire qu'il va essayer de donner un aspect presque souriant, bien qu'il n'y a pas de quoi sourire, et que Biden a décidé de fermer la fenêtre de toutes ces opportunités. Mais il y a encore un débat, me semble-t-il, au Congrès américain, parce qu'il y a certains républicains qui étaient... Je ne sais pas, il y a un débat, parce que le consensus ici, c'est que oui, c'est dommage, tant pis pour les Afghans, mais la réalité, c'est que la guerre était futile. Il fallait terminer la guerre un jour, donc pourquoi pas aujourd'hui, parce que si on continuait encore 20 ans, ça va être la même chose. Et tandis qu'on dépense des milliards de gens, il y a des gens qui sont tués, et donc c'est pas la peine. Ça, c'est le consensus, c'est ce qu'on croit, à mon avis. Il y en a qui sont comme moi, qui disent que c'est atroce, et j'ai du mal à assister à des faits comme ça, une tragédie humaine à une échelle énorme. Mais c'est l'esprit du peuple américain en ce moment. C'est ce qu'ils veulent. On veut sortir, on veut quitter. Et je dirais aussi que c'est pas vraiment tout à fait la chute de Kaboul qui est la ligne rouge. C'est plutôt le spectacle de la chute de Kaboul. C'est la photographie de l'hélicoptère sur le toit de l'ambassade américaine à Saigon. Et ce spectacle de chaos à Saigon qui a rendu mal au cœur des Américains. Mais la chute de Saigon en tant que telle, à mon avis, c'était pas ça. Et donc, je crois que les talibs doivent prendre le temps, ils vont faire des choses, ils vont attendre, et à un certain moment, on va simplement évacuer l'ambassade en pleine nuit, comme on a évacué Bagram. Et puis, quand enfin on décide de prendre l'ambassade américaine, ça ne va pas être aussi choquant. Ou ils vont sagement savoir faire sans prendre l'ambassade. Donc, il y aura une petite poche de sécurité, je ne sais pas quoi, mais c'est le spectacle qui choque. De la tragédie, en tout cas, que vous décrivez. Que Biden veut éviter à tout prix. Merci beaucoup, Michael Shurkin. Merci, Shekeba Hachemi. Merci à vous, Gérard Chalian. Merci, Frédéric Grard, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.